Donc, les automates d'état fini, la manière dont ils décrivent des langages, on a pu discuter en TD sur l'intérêt des automates d'état fini. L'intérêt principal, il est qu'on peut répondre à une question fondamentale qui est: est-ce qu'un mot appartient à un langage, oui ou non? Et on peut y répondre en un temps qui est linéaire. C'est-à-dire que l'automate se contente de lire le mot et une fois qu'il a fini la lecture du mot, il est capable de répondre oui ou non. On peut difficilement imaginer mieux que ça, puisqu'il faudrait ne pas lire le mot pour pouvoir répondre plus vite, quelque part. Donc, il y a des stratégies pour faire plus rapide, mais elles n'ont pas la généralité des automates. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, un langage étant un ensemble, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'un mot appartient au langage, oui ou non? C'est la question fondamentale lorsqu'on travaille avec un langage. Donc là, on a une solution linéaire. Seul problème, on va y arriver. Voilà. Seul problème, on a pu voir un langage qui a l'air tout simple, ANBN. Donc, vous prenez 10A suivi de 10B, 12A suivi de 12B, 125A suivi de 125B. Enfin, le langage des mots qui commencent par un certain nombre de A et le même nombre de B. C'est un langage qui semble assez simple. Et pourtant, il est totalement hors de portée du modèle des automates. On a pu le voir en TD en essayant de construire un automate qui pourrait reconnaître ce langage-là. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet automate a un nombre infini d'états. Or, ce n'est pas possible. On ne peut travailler qu'avec des automates d'états finis, c'est-à-dire ayant un nombre fini d'états. On se rend compte que les automates, c'est donc bien, c'est rapide, c'est puissant, mais ça ne marche pas pour tout. Et c'est ça qu'on va explorer cette année. Pourquoi ça ne marche pas? Pour quel type de langage? Est-ce que c'est grave que ça ne marche pas? Puisque j'ai évoqué un petit peu la semaine passée le fait que finalement, si un langage est trop complexe, peut-être qu'on peut le simplifier pour faire en sorte de le gérer, de le traiter sans s'embêter. Donc, on pourrait simplifier les langages qu'on manipule de manière à ce qu'ils soient capturables par des automates d'état fini. Eh bien là, on est mal barré. Regardez un petit peu ce langage-là, ANBN. Il a une caractéristique, et ce qui fait qu'il n'est pas capturable par un automate, c'est que rien que sur ce langage-là, on doit compter le nombre de A pour pouvoir garantir qu'il y a le même nombre de B. Quel que soit le langage de programmation que vous avez, que vous manipulez, vous avez par exemple la possibilité d'écrire une expression mathématique. Dans une expression mathématique, vous mettez des parenthèses. Pour qu'une expression mathématique avec des parenthèses soit bien formée, il faut nécessairement que toutes les parenthèses que vous avez ouvertes, elles soient fermées. Donc le langage des parenthèses, il a aussi de manière intrinsèque la problématique du tout ce que j'ai mis comme parenthèse ouvrante, les petits a, je dois les mettre en parenthèse fermante après les petits b. Je dois avoir autant de petits a que de petits b dans un mot qui est une expression mathématique parenthésée. Donc on voit que ce petit langage tout bête, en fait, il est extrêmement intéressant et en tout cas, il est caché dans n'importe quel langage de programmation que vous manipulez. Vous avez des accolades pour ouvrir des blocs ou pour fermer des blocs. Il faut, pareil, autant d'accolades ouvrantes que de fermantes. Donc, cette difficulté-là, on la trouve absolument tout le temps. Et ça nous permet de nous rendre compte
on ne peut pas simplifier nos langages de programmation de manière à ce qu'ils soient abordables avec un automate d'état fini, parce qu'ils contiennent une complexité qui n'est pas modélisable par un automate d'état fini. On est donc obligé d'aller voir ailleurs, de sortir du modèle des automates d'état fini et d'avancer sur d'autres modèles pour décrire des langages. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin, avec deux choses qui sont en général peu connues de votre part et qui pourtant sont utiles dans toute la suite du cours. Et après, on attaquera la chose qui va nous mobiliser sur ce cours-là, ce sont les grammaires, et les grammaires syntagmatiques. On verra l'ensemble des définitions sur ces grammaires-là. Et la première chose qu'on fera, une fois qu'on aura construit ce modèle de grammaire, eh bien, c'est voir les stratégies de preuve qu'on peut avoir sur ces objets. C'est l'objectif du cours et c'est un cours qui est assez dense, donc on va essayer d'avancer. Première chose, ça c'est indépendamment du reste, première petite parenthèse, on va définir ce qu'est un homomorphisme, c'est un outil qui nous servira plus tard. Donc, partons tout de suite. Première chose, on travaille avec un alphabet. En fait, on travaille avec deux alphabets et une application petit h qui part de A. Alors, attendez, je vais... Ouais, le clic ne marche pas. Ça va pas bien. Il marche super mal, ce truc. Bon. Non, là. On va faire autrement. Ça m'énerve. Donc, on prend un petit h. Il est défini. Donc, c'est une petite application qui prend un caractère, un seul caractère, du premier alphabet, et qui l'associe à un petit mot dans l'alphabet B. Donc, cette application, elle prend un caractère et elle donne un mot. À partir du moment où on s'est donné cette application-là, on a défini un homomorphisme sur les mots. Donc, l'homomorphisme sur les mots, je le note H avec un petit M au-dessus. C'est une application qui est plus générale que petit h tout à l'heure, puisqu'il permet de donner à un mot un autre mot. Donc, on traduit quelque part un A étoile, enfin, un mot de A étoile, en un mot dans B étoile. Il y a une petite définition qui n'est pas difficile à comprendre, qui est une définition récursive. Si vous avez un mot vide, bien vous le traduisez par le mot vide. Et si vous avez un mot non vide, donc il commence par un premier caractère A, vous traduisez le caractère A, et ensuite vous traduisez le reste du mot. En d'autres termes, alors je vais monter un peu la caméra pour qu'il voie à l'amphi 022, et on va prendre un exemple. En d'autres termes, imaginez que vous ayez un mot. Par exemple, tenez, je parlais des expressions régulières, des expressions mathématiques tout à l'heure. Supposez que je fasse A plus B, je mets des parenthèses, et puis fois C, et je mets encore des parenthèses. Allez, j'ai un petit mot comme ça, avec des parenthèses et d'autres symboles. Et je voudrais ne conserver dans ce mot que les parenthèses. Eh bien, il est facile de faire un homomorphisme qui fait ça, en se donnant une petite application H qui, à une parenthèse ouvrante, va associer A, et à la parenthèse ouvrante, va associer B, aux symboles et aux autres symboles, quels qu'ils soient, il va associer le mot epsilon.
Donc ce petit h, il dit, bon bah, tous les symboles, tu les effaces, sauf la parenthèse ouvrante que tu transformes en A et la parenthèse fermante que tu transformes en B. Si je calcule maintenant l'homomorphisme défini par H sur ce mot-là, donc je vais mettre un guillemet pour séparer, eh bien je vais obtenir, parenthèse ouvrante se traduit par A, parenthèse ouvrante se traduit par A, ça se traduit par epsilon, 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 B, epsilon, epsilon, B. Et par un homomorphisme, on est capable de transformer un mot qui contient un certain nombre de choses en un mot plus simple sur lequel on peut raisonner. Ce mécanisme-là permet, par exemple, de travailler en disant, regardez cette expression, elle contient ANBN par un homomorphisme. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les homomorphismes sont stables pour les réguliers. Si vous avez un langage régulier, vous créez un homomorphisme, quel qu'il soit, et vous conservez un langage régulier. Et en fait, il peut même être utilisé pour quelque chose qu'on a vu la semaine passée. Rappelez-vous, je vous avais dit, dans certains langages, if, ça peut être considéré comme un et un seul symbole. Eh bien, à partir d'un langage abstrait, où if est un seul symbole, vous pouvez retraduire en le mot original, I et F, en associant le symbole à 2 dans l'autre alphabet. Il y a une question en 022, dites-moi. C'est bon, ils ont... Bon, on a vu un exemple sur le tableau. Tout va bien. Deuxième chose que je veux qu'on voie avant d'aller plus loin dans le cours, le lemme d'Ardennes. Donc le lemme d'Ardennes, il est utile et vous verrez que vous allez l'utiliser et puis vous verrez même que vous allez utiliser des lemmes un peu plus puissants que ça, mais c'est pas inutile. Donc le lemme d'Ardennes, eh bien alors pour 0,22 comme pour 0,18, le film, si ça s'enregistre correctement, sera mis sur le site. Les transparents, c'est pas vraiment utile de les noter, tout est dans le poly. Il n'y a rien dans ces transparents qui n'est pas dans le poly. Donc, si, à la fin, je vous dirai un peu ce qu'il y a, parce que je l'ai rajouté dans les transparents, mais vous avez les éléments, écoutez, essayez de comprendre plutôt que de noter des tas de trucs ou de recopier les transparents. Donc, le lemme d'Ardennes, il dit quoi? On prend deux langages, grand A et grand B, et vous avez une équation, x égale ax plus b. C'est un petit peu comme une expression régulière, ax plus b. Sauf que le fait de dire x égale ax plus b, ça devient une équation. Eh bien, cette équation-là, lorsque vous avez un langage dont vous savez qu'il est égal à lui-même précédé de a ou à b, qui est égal à ax plus b, eh bien, vous savez résoudre cette équation grâce au lemme d'Ardennes. A étoile B, c'est une solution de l'équation. Donc, x, il est égal à A étoile B. Et ça marche, quel que soit A et quel que soit B. C'est même la plus petite solution de E, parce que E peut avoir plusieurs solutions. Et si epsilon n'appartient pas à A, alors c'est la solution unique. Donc, ce lemme d'Ardennes, il va nous être utile, on le met d'un côté, et il va nous être utile pour raisonner sur les langages, et notamment au fur et à mesure qu'on sera capable d'écrire des choses comme ça. Oui. Vous voulez dire quoi par plus petite solution? C'est-à-dire que, quelle que soit la solution, si vous avez une solution M, alors, un langage M, alors il est plus grand que L qui est A étoile B. Il peut contenir d'autres choses.
dans certains cas. Bien. Donc, cette parenthèse terminée, on aborde maintenant la notion de grammaire syntagmatique. Qu'est-ce que c'est une grammaire syntagmatique? Je vous l'ai dit, on travaille avec des langages, on a des automates d'état fini, on avait des expressions régulières pour dénoter, décrire un langage. Sauf que on a vu des langages qui sont finalement intéressants, rien qu'à NBN, on ne peut pas le dénoter avec une expression régulière et on ne peut pas le travailler, le décrire avec une machine comme un automate d'état fini. Donc, il nous faut un nouveau modèle qui va nous permettre de décrire à NBN et puis d'autres langages, donc quelque chose qui va nous permettre de décrire les langages qui nous intéressent. Cette chose-là, c'est une grammaire formelle. Alors, ce sera une grammaire formelle spécifique qui s'appelle une grammaire syntagmatique. Alors, c'est quoi une grammaire formelle? Ben, c'est 4 choses. N, T, P et S. Donc, pour définir une grammaire, il faut 4 trucs. N, T, P, S. N, c'est l'ensemble, c'est un vocabulaire, c'est un alphabet. C'est l'ensemble de vocabulaire non terminal. On verra ce que ça veut dire. T, c'est un autre alphabet. Ils sont disjoints, les deux. Vous n'avez pas le droit d'avoir un symbole qui est à la fois dans N et dans T. T est l'ensemble des symboles terminaux. S, c'est ce qu'on appelle l'axiome, c'est un élément de l'ensemble N, des noms terminaux, qui est spécial, puisqu'on dit qu'il démarre ou qu'il est l'axiome de la grammaire. On dit S pour start en anglais. Donc ça, c'est les éléments faciles. Ce qui est plus complexe, c'est P. Qu'est-ce que c'est que P? P, c'est ce qu'on appelle un ensemble fini de production ou des règles de grammaire, de forme. Alpha se réécrit en bêta, donc alpha, flèche, bêta. C'est ça une règle. Un machin à gauche se réécrit en un machin à droite. Le machin de gauche, c'est quoi? C'est un élément, je vais plutôt faire comme ça pour qu'ils voient la même chose que vous en 0,22, c'est un élément de V+. Alors V, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de le dire, je voulais la noter par-dessus. V, c'est le vocabulaire complet, c'est-à-dire le nom terminal plus le terminal. Donc, vous avez à gauche de la flèche des éléments qui sont soit terminaux, soit non terminaux. Vous avez un mot non vide qui est soit avec des caractères, soit terminaux, soit non terminaux. Et à droite, vous avez un mot qui, lui, peut être vide, constitué de symboles, soit terminaux, soit non terminaux. On appelle alpha la partie gauche, parce que c'est à gauche de la flèche, et bêta la partie droite, parce que c'est à droite de la flèche. On verra un exemple juste après. Ce qui va nous intéresser dans ces grammaires-là, c'est une grammaire syntagmatique, c'est-à-dire qu'on va se rajouter juste une contrainte qui est que à gauche de la flèche, dans le alpha, on a au moins un élément de n. On a au moins un élément non terminal à gauche de la flèche. Donc, ça se traduit par, vous prenez n'importe quel symbole, un élément non terminal et n'importe quel symbole. Ça vous suffit pour dire qu'il y a au moins un non terminal à gauche de la flèche dans chacune des règles de la grammaire. Donc, une grammaire, c'est un ensemble de règles comme ça, définies sur un vocabulaire non terminal, un vocabulaire terminal, et parmi les éléments non terminaux, il y en a un spécifique qui s'appelle S, qui est la source de la grammaire. Prenons un exemple. Ça, c'est une grammaire qui a 5 règles.
Alors vous pouvez voir qu'on peut finalement caractériser une grammaire sans donner les 4 éléments qui sont censés la caractériser. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser toujours la même convention de notation. Je vais toujours utiliser des symboles majuscules, S, A, B, C, etc. Les symboles majuscules, je vais dire par convention que ce sont des éléments non terminaux. Les symboles minuscules, petit a, petit b, petit c, etc. Par convention, ça va être mes symboles terminaux. Et je vous rappelle que V, le vocabulaire, c'est égal à N union T. C'est l'union des deux. Alors, on a toujours noté avec un plus dans ce cours, on va continuer. Donc, sur cette grammaire-là, en regardant les conventions de notation, on peut voir qu'il y a S, qui est un élément non terminal, grand A et grand B, qui sont des éléments terminaux, et petit a et petit b, grand A et grand B sont non terminaux, petit a et petit b sont terminaux. Donc on a un N qui contient S, A et B en majuscule, et un T qui contient petit a, petit b. Et on a ces règles-là. Alors vous avez peut-être déjà vu des règles un peu comme la première. Si vous avez un S à gauche, on peut mettre à droite A, S, B. On verra comment ça s'interprète, quelle est la mécanique qu'il y a derrière. Pour l'instant, c'est juste une dénotation. Vous avez peut-être moins vu des choses qui sont tout à fait possibles dans une grammaire, qui sont celles-là. AB à gauche et BA à droite. Ceux qui ont déjà vu des grammaires, souvent, implicitement, vous n'avez à gauche qu'un seul symbole. Bon. En fait, dans une grammaire formelle, ce n'est absolument pas un problème d'avoir plusieurs symboles, c'est même plutôt un avantage. On reviendra sur cet exemple quand on aura compris la mécanique qu'il y a derrière. Donc là, on va aborder la mécanique, sauf s'il y a des questions en 022 ou ici. Oui. C'est normal que S, il y a deux choses qui correspondent. Alors, pour les 022, la question c'est: est-il normal qu'il y ait deux règles qui aient S à gauche? Oui. Il n'y a aucun problème. Ces deux règles qui ont un S à gauche, on n'a aucune contrainte sur le fait d'avoir la même chose à gauche ou pas la même chose à gauche, la même chose à droite ou pas la même chose à droite. Pour ça, il n'y a aucune contrainte. On verra comment ça s'interprète d'ailleurs. Pas d'autres questions? Bien. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un objet qui dit j'ai des trucs à gauche et des trucs à droite et j'ai une flèche au milieu. J'ai un ensemble de choses comme ça. Maintenant, on va regarder quelle opération ça définit. Donc la mécanique qu'il y a derrière. Ça a l'air un petit peu compliqué si on lit comme ça. Il faut commencer à décrypter. Mais en fait, c'est simplissime. C'est juste la formalisation, entre guillemets, mathématique d'un truc que j'appelle, moi, informaticien, un chercher-remplacer. C'est rien d'autre qu'un chercher-remplacer. Vous avez cette opération de dérivation qui est là, qui se note avec ce symbole qui ressemble à un T couché. Cette opération de dérivation, elle relie une chaîne alpha à une chaîne bêta. Et en fait, elle se dit alpha dérive, alors ça c'est la dérivation directe, donc elle dérive directement en bêta. En fait, elle se transforme en bêta dans la grammaire, si et seulement si je suis capable d'avoir deux bouts de alpha, donc je vais appeler θ et eta. Donc alpha est égal à θ, gamma, eta. Donc j'ai un truc au début, j'ai ce mot-là à l'intérieur de la chaîne alpha, j'ai un truc à la fin. Et ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de produire
Ben, je garde le truc qui est au début, je garde le truc qui est à la fin, et je transforme le gamma en un delta, et je ne peux faire ça que si la grammaire m'y autorise. Donc ici, je peux transformer une chaîne alpha en une chaîne bêta si à l'intérieur de alpha, il y a un bout qui est à gauche d'une règle. Et dans ce cas-là, ce bout-là, je peux le transformer en ce qui est à droite de la règle. C'est un chercher-remplacer. Vous avez une chaîne de caractères. À l'intérieur, vous avez un truc qui est à gauche de la règle. Vous le remplacez par un truc qui est à droite de la règle. Ce n'est rien de plus comme opération. Son interprétation est vraiment simple. On prend un petit exemple tout de suite. J'avais une règle tout à l'heure, on va la regarder, qui me disait AB serait écrit en BA. Imaginez que j'ai un mot quelconque. Eh bien, si dans ce mot-là, il y a le morceau qui est à gauche de la flèche, et c'est le cas ici, eh bien, je peux transformer ce qui est à gauche de la flèche par ce qui est à droite et obtenir une nouvelle chaîne où j'ai transformé le AB en BA. J'ai cherché ce qui était à gauche, je l'ai remplacé par ce qui était à droite. Évidemment, il peut y avoir plusieurs dérivations possibles à tout moment sur la même chaîne, dans la même grammaire. Si j'imagine que j'ai une autre règle qui dit que grand A se traduit en petit a, je peux aussi dériver vers une autre chaîne de caractères qui serait petit a, grand B, petit a, petit b, grand B, petit a, grand B, A, B, A, où j'aurais cette fois-ci choisi de chercher ce A-là et de le transformer en ce petit a-là. Donc cette opération-là, elle dit, vous avez des règles de grammaire qui vous disent qu'est-ce que vous avez le droit de chercher et par quoi vous avez le droit de les remplacer. Ça ne vous dit pas quelle règle utiliser, ça ne vous dit pas que transformer dans le mot si l'objet qui est à gauche se trouve à plusieurs endroits. Ça vous dit juste, vous avez le droit de faire cette transformation. Donc la règle de grammaire, enfin l'ensemble des règles de grammaire, c'est un ensemble de transformations que vous pouvez appliquer sur les mots. C'est un ensemble de chercher-remplacer. Avec un éditeur de texte, un chercher-remplacer, et puis un petit programme qui dit « Allez, je cherche et je remplace », eh bien, ça y est, vous avez modélisé une grammaire. Donc ça, c'est la dérivation directe. On va généraliser cette opération par la dérivation au sens large. Donc la dérivation au sens large, elle s'écrit avec le même symbole, sauf qu'on rajoute, alors je vais le faire là pour qu'en 0,22, ils voient ce que je désigne. Donc, elle s'écrit avec le même symbole de t renversé, sauf qu'on a rajouté une étoile au-dessus qui dit quoi? Qui dit, je fais cette opération de dérivation, je peux la faire 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 million de fois, une infinité de fois. C'est simplement la généralisation de l'opération précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer de alpha vers bêta directement si une seule règle me permet de faire la réécriture, le chercher remplacer, et je peux
passer de alpha à bêta indirectement, c'est-à-dire au sens large, s'il me faut plusieurs règles de réécriture pour passer de alpha à bêta, avec la seule condition qui est que, eh bien, à chaque transition, à chaque dérivation que l'on fait, on fait une bonne dérivation. C'est une qui est bien définie par les règles. Si on ne fait que des dérivations qui sont bien définies par la grammaire, eh bien, on peut dire qu'on peut aller de alpha à bêta dans la grammaire en un certain nombre de pas, donc au sens large. D'ailleurs, on va toujours de alpha, quel qu'il soit, à alpha, quel qu'il soit, au sens large, en n'appliquant aucune transformation. Tant qu'on garde le même mot, il est stable. OK? Bien. Eh bien, prenons cet exemple. C'est le même. Et essayons de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc. Si je prends une chaîne de caractères, alors je l'ai prise, bon, j'aurais peut-être pas pu la prendre au hasard, enfin, plus au hasard que ça, j'aurais peut-être pu mettre des petits tas par-ci par-là, voire un S, hein, puisqu'il peut y avoir des S. Donc, j'ai un mot sur le vocabulaire, terminal ou non terminal, et qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Eh bien, dans cette grammaire-là, je peux choisir de transformer un S en un ASBS. Ou choisir de transformer un S en un AB. Ce qui répond à la question de tout à l'heure, à quoi ça sert d'avoir deux règles de grammaire qui ont la même chose à gauche? Ben, ça sert à augmenter la confusion. C'est-à-dire qu'on a le choix, pour le même mot, et même au même endroit, de faire deux remplacés différents. Donc, par exemple, je peux produire le mot grand A, B, grand B, grand A, grand B, petit a, grand B, grand A. Et là, je mets A, S, B. J'ai transformé S en ASB. J'ai fait une dérivation. Parfois, on la note en disant, j'ai fait la dérivation avec la règle 1. Je peux aussi aller de cette grammaire-là à grand A, petit b, grand B, grand A, grand B, grand B, grand B. J'aurais dû prendre un truc plus court, grand A. Et là, je décide de mettre grand A, grand B. C'est-à-dire, j'ai pris le S et je l'ai transformé en grand A, grand B. Et c'est la règle 2 que j'aurais choisi d'appliquer. Je peux aussi choisir l'endroit où j'applique. Prenons la règle 4. Grand B donne petit b. Avec la règle 4, je peux arriver à grand A, petit b, en prenant ce B-là. Et puis les autres, je les laisse. Pareil. Ou alors, je peux arriver aussi à grand A, petit b, grand A, petit b, en choisissant ce B-là. Tous les choix sont possibles. Oui. On peut utiliser plusieurs règles en même temps. Pas en même temps. Pas en même temps, on doit choisir. Alors pourquoi pas en même temps? Ben, imaginez que vous utilisiez la règle AB donne BA. Ici, vous avez AB. Vous pouvez donc obtenir le mot où vous avez inversé le A et le B. Est-ce qu'en même temps, vous pouvez transformer le grand A en petit a? Ça voudrait dire quoi? Soit vous faites le grand A en petit a en premier. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir grand A, petit b, grand B, petit a, grand B, petit a, grand B, grand B, grand A, grand S.
Et là, vous ne pouvez plus appliquer la règle AB donne BA. Ou alors, vous décidez d'appliquer la règle AB donne BA d'abord, et ensuite, vous pouvez appliquer le A. Vous devez toujours choisir les règles et l'ordre dans lesquels vous les appliquez, une règle à la fois. Parfois, en faire deux en parallèle n'aura pas d'effet, pas d'impact en tout cas sur ce qu'on fait, mais parfois en utiliser deux en parallèle risque de construire un mot qui n'est pas possible d'obtenir, enfin qui ne dérive pas du mot d'origine. Donc c'est une et une seule règle à la fois, à un et un seul endroit. Ok ? On choisit à quel endroit on l'applique, on choisit la règle qu'on applique, on fait la transformation. Évidemment, plus il y a de choix, plus il y a de possibilités de transformation. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bien. On va arriver à la notion qui pointe son nez dans le discours qu'on a eu jusque-là, c'est la notion de forme sententielle. Alors, c'est quoi une forme sententielle? Ben, finalement, ce n'est pas excessivement compliqué. C'est tout ce qu'on peut construire comme étape de calcul par des dérivations successives. Alors, dans la grammaire, on prend une grammaire, une PPS, et un symbole non terminal, grand A. Les formes sententielles de A, c'est tout ce qu'on peut obtenir à partir d'un A et en appliquant la grammaire. Autant de fois qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut. Tout ce qu'on peut construire fait partie de l'ensemble des formes sententielles. En gros, c'est tout ce qu'on peut dériver validement depuis A dans la grammaire. Et celle qui va nous intéresser particulièrement, ce sont les formes sententielles de la grammaire, ce qu'on appelle les formes sententielles de la grammaire. C'est simplement les formes sententielles dans la grammaire du S. Rappelez-vous, ce symbole spécifique là qu'on a désigné comme étant la source de la grammaire. Donc là, est en train de s'esquisser le mécanisme complet des grammaires. Vous partez d'un symbole spécifique S, c'est en quelque sorte l'état initial. Vous avez S et vous avez des règles de transformation. Vous les appliquez où vous voulez, quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Et si vous parcourez tous les choix possibles, eh bien, vous avez des choses que vous pouvez produire et des choses que vous ne pouvez pas produire. Et là, on commence à voir ce que c'est qu'un langage défini par une grammaire. Donc, prenons l'exemple qui est toujours le même. Quelles sont les formes sententielles des différents symboles qui sont là? Ben, les formes sententielles de A, c'est l'ensemble des choses que vous pouvez obtenir à partir d'un A tout seul dans un mot. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Ben, soit vous ne faites aucune transformation et vous avez un grand A, soit la seule transformation que vous pouvez faire, c'est celle qui vous est donnée par la règle 5, où vous transformez le grand A en un petit a. Du coup, dans cette grammaire-là, les formes sententielles associées à grand A, elles sont deux. Il y a grand A et petit a. C'est la seule chose qu'on puisse atteindre à partir d'un A. Pareil pour le B. Si vous avez un B tout seul, c'est la règle R4 qui peut s'appliquer. Si vous avez un B tout seul, vous ne pouvez pas appliquer la règle R3. Vous n'avez pas AB. Donc la recherche échoue. Donc les formes sententielles de A et de B, elles sont en nombre très limité. Elles sont deux. Celles qui vont nous intéresser, c'est celles de S surtout. Et c'est quoi les formes sententielles de S? Il y en a un nombre infini, mais qu'est-ce qu'elles vont avoir comme forme? Est-ce qu'il y aura deux S dans une forme sententielle de S? C'est impossible. Vous avez un S au début, soit vous en avez un
parce que vous avez utilisé la règle 1, donc vous avez enlevé le S et vous avez mis ASB, donc vous avez remis le S. Soit vous utilisez la règle 2 et le S qui était là a disparu. Donc déjà, on peut voir des choses sur une grammaire. Il ne peut pas y avoir, dans cette grammaire-là, 2 fois le symbole S. C'est spécifique à cette grammaire. Hein. Avoir autant de S qu'on veut dans un mot, ce n'est pas un problème. Mais là, cette grammaire, dans toutes ses formes sententielles, soit elle a un S, soit elle n'en a pas. Est-ce que dans cette grammaire-là, vous pouvez avoir plus de A que de B? Eh bien, c'est des choses qu'on peut voir aussi dans les formes sententielles, puisque si vous avez un S, vous rajoutez un A et un B, c'est équilibré. Donc, si c'était équilibré avant, ça reste équilibré. Pareil pour la règle 2. La règle 3, elle change l'ordre des A et des B, mais elle ne change pas le nombre de A et de B. Et puis, les règles 4 et 5 transforment les grands A en petit a et les grands B en petit b. Donc, si on regarde les A et les B, majuscules ou minuscules, on a toujours autant de A que de B. Donc, ce mécanisme-là, il vous permet de produire une infinité de choses qui sont des formes sententielles, mais ces choses-là, elles ont des propriétés intéressantes. Ici, vous avez un langage qui va générer autant de A que de B. Vous avez plutôt une grammaire où, quand vous faites les transformations, vous allez avoir autant de A que de B. Et le langage qui va être associé à cette grammaire-là, on va le voir une fois qu'on aura défini comment on définit un langage par une grammaire. On a tous les ingrédients. La grammaire, c'est l'ensemble des règles, plus les vocabulaires. L'opération de dérivation s'appuie sur la grammaire pour dire quelles sont les dérivations possibles. Les formes sententielles disent qu'est-ce que c'est que je peux produire à partir de S ou d'un autre symbole validement dans la grammaire. Et enfin, la dernière chose qui nous manque, c'est dans toutes ces formes sententielles, lesquelles je garde. Eh bien, ce n'est pas compliqué. On ne garde que les formes sententielles qui sont terminales, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que des symboles de l'ensemble T. S'il n'y a plus de symbole de N, vous avez une forme sententielle spéciale, ce qu'on appelle une forme sententielle terminale, ou un mot du langage associé à la grammaire. Donc, la définition du langage engendré, on va la donner pour chaque symbole de la grammaire, puis pour la grammaire elle-même. Ce n'est pas compliqué. Le langage engendré par le symbole grand A dans la grammaire grand G, je vais le faire là. Donc, le langage engendré par le symbole grand A dans la grammaire grand G, c'est égal à l'ensemble des mots qui dérivent au sens large en W et qui ne contiennent que des lettres terminales. Et ce qu'il y a de bien avec ces mots particuliers, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus de transformation possible de ces mots-là dans la grammaire. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on ne travaille qu'avec des grammaires syntagmatiques, c'est-à-dire où à gauche, vous avez au moins un symbole non terminal. Donc, aucune règle ne peut s'appliquer sur un mot qui ne contient que des symboles terminaux, puisqu'il n'y a pas de symbole N dans les mots comme ça. Donc, ils sont terminaux dans les grammaires syntagmatiques dans deux sens. Première chose, ils sont constitués que de caractères terminaux. Et, chose intéressante, on sait qu'on ne peut plus rien faire avec. Il n'y a plus de transformation possible sur ces mots-là. Une fois qu'on en a obtenu un comme ça, ce n'est pas la peine de regarder la grammaire pour savoir s'il y a encore des choses qui s'appliquent. Donc, la définition est simple, c'est l'ensemble des formes sententielles inter T étoile. Ce sont les formes sententielles terminales.
C'est comme ça qu'on définit le langage associé à A. Et sans surprise, le langage associé à la grammaire, bah, c'est le langage associé à la source de la grammaire. Donc vous avez l'ensemble du mécanisme maintenant. Vous prenez un éditeur de texte. Vous tapez grand S à l'intérieur. Et c'est tout. Ensuite, vous faites des chercher-remplacer, ou vous choisissez une règle, vous dites, cherche au hasard cette séquence-là, transforme-la en cette séquence-là, et vous faites ça autant de fois que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, la règle que vous voulez. Et à un moment, vous allez tomber sur un mot, dans l'éditeur, il n'y aura plus qu'un mot qui contient que des symboles terminaux. Hop, vous le notez, il fait partie du langage. Et vous continuez. Tous les mots qui pourront être produits par cette mécanique font partie du langage. Tous les mots qu'il est impossible de produire par cette mécanique sont extérieurs au langage. On a donc une opération de définition d'un langage. OK ? Il y a des questions jusque-là ? Si on reprend notre exemple, qui est relativement simple, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez un S dans l'éditeur de texte. Je pense. Et puis vous y allez. Donc, il n'y a que deux règles qui peuvent s'appliquer, puisqu'il faut chercher ce qu'il y a à gauche. Donc, les deux seules où vous allez trouver quelque chose, c'est la règle 1 et la règle 2. Donc, soit vous appliquez la règle 1, on va appliquer R1, et ça va nous donner, tous en cœur, A, S, B. Deuxième choix, j'ai maintenant le choix de plus de règles quelque part. La règle 3, je ne vais pas la trouver. Par contre, je pourrais appliquer la règle 4, la règle 5, encore la règle 1 ou la règle 2. Donc là, j'ai 4 embranchements possibles. Allez, on en choisit un au hasard. On va dire encore la règle 1. Ça va nous donner A. Le S va être transformé en ASB et le B qui était là reste où il était. Donc on obtient AASBB. Et on continue. Allez, cette fois-ci, j'utilise la règle 2. J'obtiens A, B, B, B. En transformant le S en AB. Et puis maintenant, je me dis, tiens, je vais me limiter. Alors, première chose, est-ce que je pourrais utiliser la règle 3? Ben oui, je pourrais, parce que j'ai AB. Mais je n'ai pas envie. Donc, je vais utiliser la règle 4 et la règle 5. Je vais utiliser la règle 4. Je vais l'utiliser une fois. Alors, le 4, c'est grand B. Je vais l'utiliser une fois sur ce B-là, une fois sur celui-là, une fois sur celui-là. Donc, je vais l'utiliser 3 fois. Tout ça, c'est pour vous montrer la notation que j'utilise pour dire j'ai 3 dérivations de suite qui vont me mener à grand A, grand A, grand A, petit b, petit b, petit b. J'ai toujours une forme sententielle, j'ai toujours pas de mots dans ma grammaire. Hein. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Donc, je vais utiliser la règle 5, je vais l'utiliser 3 fois. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 dérivations, il y a 2 étapes que je n'ai pas écrites. D'accord? Je me suis contenté de dire, j'arrive là en 3 dérivations. Mais je n'ai pas détaillé les étapes. C'est ce que je fais en disant que je mets un 3 ici. Pareil ici, j'applique 3 fois la règle.
J'obtiens AAA, BB. Oublions un instant la règle 3, puisque je ne l'ai pas utilisée dans cette dérivation-là. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis capable de produire les mots du langage ANBN avec n supérieur à 1. J'ai une stratégie assez simple. J'applique la règle 1 autant de fois que je veux de A, moins 1. J'applique la règle 2 une fois, j'obtiens n fois grand A, n fois grand B. Je transforme les grands A en petit a, les grands B en petit b. Fin de l'histoire, j'ai obtenu un mot ANBN. Donc on voit un mécanisme qui est capable de générer quelque chose d'intéressant. Et il sera un petit peu plus difficile de montrer qu'il ne génère que ça. C'est-à-dire en effet que le langage qu'il génère, c'est ANBN et pas autre chose. C'est le cas. Ce n'est pas le cas de cette grammaire-là, parce que cette grammaire-là, elle contient la règle 3. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, la règle 3? Elle permet de permuter des A et des B. Donc il y a un autre mot qui n'est pas dans ANBN, mais que je peux produire avec la grammaire, avec la règle 3. C'est si je décide, par exemple, à l'étape ici, d'appliquer la règle 3, j'obtiens A, B, A, B, B. Et si je m'amuse maintenant à tout mettre en minuscule, en 6 étapes, je vais avoir le mot AABA, BB, qui n'est plus du tout, qui n'appartient pas du tout au langage ANBN. Par contre, quelle contrainte il a? Qu'est-ce qui le distingue d'un mot quelconque, ce mot-là? Il a le même nombre de A et le même nombre de B. Donc cette grammaire, on pourrait la voir comme une tentative de produire le langage des mots qui ont autant de A que de B. Il nous faudra trouver un moyen de le prouver. Mais c'est une tentative de construire l'ensemble des mots qui ont autant de A que de B. Langage qui est aussi, comme ANBN, un langage que l'on ne peut pas décrire avec un automate. Des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions, Amphi? Bien. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et la chose difficile, donc vous voyez que finalement une grammaire, ce n'est pas hyper compliqué. Vous avez un ensemble de règles, vous avez une opération qui est définie par chacune de ces règles, et cette opération-là, vous la répétez autant de fois que vous voulez, et c'est bon. Vous partez de S, vous faites des transformations au hasard, vous tombez sur un mot. Il semble donc relativement simple, même si ça pose peut-être des petits problèmes, mais ce n'est pas très compliqué de construire un algorithme qui va produire des mots de la grammaire. Je vous l'ai déjà donné. Vous mettez S dans un éditeur, vous envoyez les règles, cherchez, remplacer, cherchez, remplacer, cherchez, remplacer, autant que vous voulez, au hasard, dans tous les sens. Vous essayez, vous tombez sur un mot, vous le notez. Une fois que vous êtes tombé sur un mot, vous revenez en arrière, puis vous essayez autre chose. Et vous avez comme ça un algorithme qui va produire les mots du langage. C'est ça une grammaire. C'est une dénotation quelque part pour un algorithme qui va produire les mots du langage. Oui. Je ne vois pas en quoi ça nous avance, vu qu'il y a toujours une infinité. Alors, c'est la petite difficulté qu'il y a, c'est qu'on produit les mots du langage, et en plus de ça, ils sont en nombre infini. Puisque, soyons clairs, si vous avez un langage qui n'est pas infini, vous pouvez le décrire avec un automate.
Donc, de toute façon, ceux qui vont nous intéresser sont en général infinis. Donc, on a un algorithme de production qui nous permet de générer des mots, mais cette génération, elle est à flux continu. Elle continuera à l'infini. Et c'est ce qui est embêtant, c'est que le problème qui nous intéresse, ce n'est pas celui-là. Le problème qui nous intéresse, c'est j'ai un mot, j'ai un langage, est-ce que le mot fait partie du langage? Donc, on a transformé ce problème-là en disant j'ai un mot, j'ai un langage qui est défini d'une certaine manière, supposons avec une propriété qui caractérise les mots du langage, il y a autant de A que de B. Est-ce que je suis capable de construire un algorithme qui répond, est-ce que ce mot fait partie du langage ou non? Soyons simples. Je vous donne la propriété, il y a autant de A que de B. Et je vous dis, écrivez un programme qui me dit si un mot que je vous donne est dans le langage. Vous allez savoir l'écrire. Vous l'aurez écrit pour un langage. Au coup d'après, je vais vous dire, bon, ben maintenant, je voudrais ceux qui ont un nombre de A qui est premier et un nombre de B qui est impair. Vous allez peut-être réussir à faire le programme. Puis à un moment, je vais vous dire, ah, mais j'aimerais bien que maintenant, le langage, il ait telle propriété extrêmement complexe. Vous allez encore refaire un nouveau programme. Vous n'aurez rien résolu. Ce qui est intéressant de résoudre en tant qu'informaticien et en tant qu'informaticien souhaitant faire un compilateur, c'est je te donne un langage quelconque, plutôt je donne à l'ordinateur un langage quelconque, et lui, quelle que soit la description du langage, il est capable de répondre à la question. On voit bien qu'une propriété des mots du langage n'est pas forcément simple. Pour l'ordinateur, comment il va analyser et construire un programme disant j'ai autant de A que de B? Déjà qu'ils comprennent le français. Donc, on n'a pas, ce que vous êtes capable de faire, vous, parce que vous avez une capacité d'abstraction, l'ordinateur ne le fait pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, les langages, on ne va pas les décrire par une propriété. Quand je dis ça, c'est une expression mathématique. Le langage des expressions mathématiques. Je vais dire, une expression mathématique, c'est quoi? C'est une expression mathématique avec un plus et une expression mathématique. Ou alors, c'est une expression mathématique avec un multiplié puis une autre expression mathématique. Ou alors, elle est simple, c'est juste une variable. Ou alors, elle est simple et c'est une valeur immédiate. J'ai donné 4 règles de grammaire. Regardez le langage que je viens de définir. Il a un nombre infini de mots. Tous ces mots seront des expressions mathématiques non parentésiques. Si vous voulez écrire A plus A fois A, ce n'est pas compliqué. Il suffit de partir de E, de dire c'est E plus E. Ce E se transforme en A. Le deuxième E se transforme en E étoile E. Ça vous fait A plus E étoile E. Le E va se transformer en A. Le troisième E va se transformer en A. Vous avez produit A plus A fois A. Vous n'avez pas produit A plus, qu'il est impossible de produire dans ce langage-là. Vous n'avez pas produit A fois 1, qu'il est impossible de produire dans ce langage-là.
On a donc ici une description extrêmement simple d'un langage. Et il est extrêmement simple. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui génère. Je dis comment je construis une expression mathématique. Et finalement, c'est comme ça que vous avez défini la plupart des choses que vous manipulez en informatique depuis 2 ans. Comment on construit une expression régulière? C'est pas compliqué. On met une étoile, un plus ou un point à partir d'autres expressions régulières. C'est quoi si ce n'est une grammaire? Comment je définis une propriété logique? C'est une propriété logique avec le symbole d'implication et une autre propriété logique, ou alors une propriété logique, un et une propriété logique, ou une propriété logique, un ou une propriété logique, et puis au plus bas, c'est soit vrai, soit faux, soit un terme. Vous avez défini des grammaires. Tout ce que vous manipulez informatiquement, vous les avez déjà définis en termes de grammaire par un mécanisme de génération. C'est extrêmement facile de définir les choses en générant, en les construisant. Le problème de l'analyse syntaxique, c'est l'inverse. J'ai une description du langage qui construit des mots. J'ai un mot. Est-ce qu'il appartient à ce qui est construit par cette description? Tout le problème est là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce qu'on va faire, vous changerez la grammaire et vous aurez résolu le problème avec un autre langage. Vous n'aurez fait aucun travail intelligent, si ce n'est comprendre le méta-algorithme. Il va s'appliquer à toutes les grammaires possibles, à tous les objets possibles. C'est ça l'enjeu fondamental de la partie analyse syntaxique. Est-ce qu'un mot appartient au langage? Et c'est quoi un langage du coup? Comment je définis un langage? La définition d'un langage qui va nous intéresser, c'est une grammaire. Parce que c'est facile d'écrire une grammaire. Bien. Et du coup, ce qui va être difficile par contre, ça va être de faire un certain nombre de choses sur les grammaires et les langages, et notamment prouver ce qu'on dit. J'avais créé une grammaire qui produisait les mots ayant autant de A que de B. Donc je vous donne l'algo. Prouvez-le. Prouvez-moi que cette grammaire produit le langage. Donc, quels que soient les langages qu'on va manipuler, on va avoir besoin de faire des preuves. Soit la preuve que les propriétés qu'on veut sont bonnes, soit la preuve qu'aucun mot n'a la propriété mal formée qu'on cherche. Et ces preuves-là, c'est des objets nécessaires dans le travail sur les langages. On a une définition d'un langage. On essaye d'observer ce langage en prouvant des choses dessus. Ce n'est pas forcément simple et c'est pour ça que je l'ai rajouté dans les transparents. Alors ces éléments-là, c'est censé être des révisions. Du coup, je ne les avais pas mis dans le poly, mais les transparents, vous pourrez les télécharger. Donc si vous voulez prouver une propriété sur les mots de L de G, donc là, vous avez un objet qui est un langage décrit par une grammaire. Vous voulez prouver une propriété P. Donc, en notation mathématique, vous voulez prouver que pour tout mot W du langage défini par la grammaire, la propriété P de W tient. Ça, c'est l'énoncé du problème. La difficulté qu'on a, c'est qu'est-ce que c'est que le langage défini par la grammaire? On a vu comment on définissait le langage. Mais cette définition, elle est non triviale. Et surtout, qu'est-ce qu'on a comme outil de preuve sur une définition pareille? Alors, regardons là la définition. La définition, c'est que le langage, c'est l'ensemble des formes sententielles inter T étoile. Donc ça, c'est un peu compliqué comme élément. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme démarche de preuve quand on travaille avec une intersection? Eh bien, ce qui va nous intéresser,
c'est de se dire, finalement, ce qui est mécanique, la mécanique de la grammaire, elle est située là. C'est ce S de G qui cache l'ensemble des formes sententielles produites. C'est là que se passe toute la mécanique. C'est elle qui produit les formes sententielles. Ce S de G, c'est un système formel, au sens où vous avez dû le voir en L2 à un moment, ou même en L1. Un système formel, c'est un objet qui est construit à partir d'une base et d'un certain nombre de règles de transformation. C'est exactement ce qu'on a ici. On a une base, c'est S, la source, et un certain nombre de règles de transformation qui sont les relations de dérivation définies par chacune des règles. Ça définit les formes sententielles. Vous partez de S, vous appliquez n'importe quelle transformation valide dans la grammaire, vous obtenez une forme sententielle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'un système formel vient avec un mécanisme de preuve qui s'appelle la preuve par induction structurelle. Est-ce que vous l'avez vu en L2? Non. Ils doivent se demander. Alors, le F022, toutes mes excuses, comme je n'avais pas branché l'ordinateur, eh bien, à un moment, il n'a plus de batterie. On va y arriver. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire le texte du tableau, je l'espère. Bien. Donc, ce que je disais au moment où j'ai été interrompu, c'est qu'à partir du moment où on a un système formel, on a une mécanique de preuve qui s'appelle l'induction structurelle. Cette mécanique de preuve, elle a l'air compliquée, mais en fait, elle est simplissime. Vous prouvez une propriété sur la base, et vous prouvez que chaque règle de transformation conserve la propriété, et vous avez fini. Il n'y a rien de plus simple que la induction. Si vous savez faire une récurrence, c'est plus facile de faire une induction. Donc, vous allez pouvoir, avec le mécanisme d'induction, prouver quelque chose sur les formes sententielles. Sauf que l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de prouver quelque chose sur les langages. C'est pour ça qu'il va vous falloir trouver une propriété P' telle que par induction structurelle, vous allez prouver une propriété P' sur toutes les formes sententielles. Et vous ferez en sorte que cette propriété soit suffisante pour que je vais le mettre là. Je suis désolé, l'Amphiso 22, on a tant d'enseigné qu'on n'est pas filmé au niveau du. Cette propriété P' de W, vous allez la pour tous les W qui sont des formes sententielles. Et puis vous allez rajouter une condition disant, en plus, W est un mot terminal. Donc là, vous aurez quoi? Ben, vous aurez W est une forme sententielle terminale et P' de W. Et en plus, sachant que les symboles qui sont W sont des terminaux, ça me permet de dire P. Donc c'est une preuve qui est indirecte dans le sens où, pour démontrer P, il vous faut trouver la propriété P' qui va bien, la prouver par induction structurelle, puis montrer que à partir du moment où vous avez prouvé ça sur toutes les formes sententielles, ça implique P quand la forme sententielle est terminale. C'est la démarche de preuve. On en verra un exemple. Alors, je pense qu'en cours, on ne pourra pas, parce qu'il reste deux minutes. Mais on en verra un exemple. Il y a un exemple de preuve rédigée sur caséine.
Évidemment, ce n'est pas la seule preuve que vous allez devoir faire. Vous avez d'autres à faire, par exemple sur un langage quelconque qui, lui, n'est pas construit par une grammaire. Donc, quand vous avez un langage qui n'est pas par une grammaire, en gros, c'est que vous avez une propriété qui définit le langage. Donc, il est défini par compréhension. Donc là, le langage, il est défini par une certaine propriété Q qui caractérise les mots du langage. Là, la preuve, vous devriez savoir faire un peu comme ça, parce que ce n'est pas du tout lié aux grammaires. Ça, c'est simplement travailler avec les langages. Soit vous faites une démonstration, dites que si vous posez thèse Q de W, alors vous pouvez en déduire PW. Parfois, c'est très, parfois, ça ne l'est pas. Soit, c'est souvent ce qui se passera dans ce qu'on fait ici, vous allez pouvoir le faire en travaillant par récurrence simple ou généralisée, ou par induction non structurelle, sur la longueur des mots. L'idée étant, je suppose une propriété vraie, les mots jusqu'à un certain seuil, n, non compris, et je montre que sous ces hypothèses-là, c'est vrai pour n aussi. Donc j'ai une propriété à démontrer pour un mot de taille 20, et j'ai un moyen de le démontrer en disant, je l'ai déjà démontré pour des mots de taille 10, et je suis capable de découper mon mot en deux. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une preuve par un outil. Et la raison pour laquelle je détaille ces deux, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quand vous allez vouloir montrer qu'une grammaire que vous avez écrite décrit bien le langage qui reste, ce que vous allez vouloir, c'est est-ce que L de G est égal à L? Est-ce que la grammaire que j'ai écrite produit le langage ayant la propriété que je veux? Est-ce que la grammaire que j'ai écrite produit tous les mots ayant autant de A que de B? C'est ça la question habituelle. Et comment ça se fait? C'est compliqué. Vous avez deux preuves à faire. Une première preuve qui est L de G est inclus dans L. Une deuxième preuve qui est L est inclus dans L de G. La première, elle dit quoi? Est-ce que ma grammaire produit uniquement de L? Est-ce qu'elle est consistante? Première preuve, ma grammaire produit que des mots de L. Deuxième preuve, est-ce que, quel que soit L, je peux le construire? En gros, est-ce que ma grammaire construit tous les mots de L? Ça s'appelle une preuve en consistance et complétude. On le fait, ce sont deux propriétés différentes. Une fois qu'on a les deux, on a l'égalité. La première, la consistance, suppose que vous faites une preuve qui est une propriété sur un mot apparent produit par la grammaire. Donc c'est la première. Vous êtes en train de prouver une propriété sur un langage défini par une grammaire. Vous donnez un mot de la grammaire. Est-ce qu'il est dans L? Et l'autre, c'est l'autre côté. Vous donnez un mot d'un langage défini par compréhension. Et vous voulez savoir si il est décrit par la grammaire. Être décrit par la grammaire, c'est la propriété. Et avoir la compréhension, la qualisation, c'est l'hypothèse. Vous allez faire une preuve dans un sens, une autre. Ce sont deux preuves qui ont deux stratégies différentes. La première, induction structurelle, est une propriété P'. La deuxième, récurrence sur la longueur ou démonstration directe. Et je vous demande du coup de vous faire une preuve ici pour une grammaire. Je vous laisse lire la preuve pour une grammaire produit un langage qui s'appelle WW, le langage des répétés.
Et on en reparlera.